Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur la revue des droits d'accès des utilisateurs. Donc, on avait dit qu'il fallait inventorier des accès des utilisateurs, même si on ne le faisait que au niveau rôle, si on ne fait, on va pas dans l'attribution des privilèges personne par personne. D'ailleurs, la recommandation, c'est d'utiliser des rôles. Comme ça, on agrège les privilèges dans des rôles et c'est mieux, c'est plus facile à gérer et c'est mieux pour l'organisation. Donc, une fois qu'on a ces inventaires, bah, régulièrement, on va faire des revues. Donc, les propriétaires des actifs, comme on a dit, doivent vérifier les droits d'accès des utilisateurs à intervalles réguliers. Donc là, on ne spécifie pas à quelle fréquence. Et quand vous voyez à intervalles réguliers, en général, une fois par année, c'est un minimum. Les droits d'accès doivent être réexaminés périodiquement et s'il s'avère que certains droits d'accès ne sont pas nécessaires, ils doivent être retirés. Généralement, c'est quand quelqu'un change de poste. Euh, on pourrait tomber dans des situations où il y a un peu de paresse qui s'installe. Donc, on dit, on va lui laisser un peu de temps de transition. On va pas lui tout enlever d'un seul coup, mais le temporaire devient permanent et donc la personne se retrouve avec les privilèges du poste qu'il avait et celui qu'il obtient. Il y a aussi tout ce qui est fait dans l'urgence. Quelquefois, c'est aussi une cause des cumuls des privilèges qui doivent normalement être retirés. Mais théoriquement, si on a une bonne procédure de gestion des privilèges et des attributions, surtout relativement à la partie RH, on ne pourrait pas tomber dans cette situation de cumul de privilèges, de postes en tout cas qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais admin junior, je deviens admin senior, j'accumule des privilèges, c'est normal. Mais j'étais admin et je deviens commercial, bien avant-vente, ça, c'est pas homogène. Bon. Une fois qu'on a fait cette revue, ben, il y a suppression ou bien adaptation de ces droits d'accès. Donc, les droits d'accès aux informations et aux moyens de traitement des informations de l'ensemble des salariés et utilisateurs tiers doivent être supprimés à la fin de leur période d'emploi ou adaptés en cas de modification de contrat ou de l'accord. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr, si quelqu'un part, ça va de soi. Un emploi est terminé, c'est terminé. Donc, si l'utilisateur fait partie d'un groupe ou que les droits d'accès sont attribués au niveau de groupe, ce que j'ai appelé tout à l'heure, par exemple, des rôles, les individus qui partent doivent être retirés des groupes. Bien sûr, on va pas supprimer les privilèges du groupe, mais on va retirer la personne qui part du groupe ou bien on va lui enlever le rôle du groupe. Quand je parle de rôle, c'est pour un peu faire le lien avec les bases de données, etc. C'est là où on parle plus de rôle. Et rôle, c'est cumul de privilèges. Dans le côté système, notamment Windows, il y a des rôles qui sont prédéfinis, administrateur sauvegarde, administrateur de domaine, etc. Donc, ils ont des privilèges prédéfinis, mais l'organisation peut créer des groupes de sécurité aussi, leur attribuer des privilèges et des permissions, et donc commencer à ajouter des personnes dans ces groupes selon le besoin. D'accord? Donc, la 193, responsabilité des utilisateurs. On a déjà parlé de ces aspects quand on a parlé des contrats, quand on a parlé de la charte de bon usage, quand on a parlé de, de la sensibilisation. Donc maintenant, il faut responsabiliser les gens, comme on disait, sur tout ce qui est par rapport à ce qu'ils ont comme information, comme privilège, etc. Ici, on parle du mot de passe, par exemple, utilisation d'informations secrètes d'authentification. Bien sûr, la personne ne peut pas couper son doigt pour le donner à quelqu'un pour ouvrir la session ou bien la porte avec son doigt, en tout cas pas volontairement, mais il peut partager son login et mot de passe avec quelqu'un. D'où la nécessité de responsabiliser les gens et les utilisateurs, les collaborateurs, par rapport à ces informations d'authentification. Donc, les utilisateurs doivent suivre des pratiques d'organisation pour l'utilisation des informations secrètes d'authentification. Donc, par exemple,
dans l'implémentation, si on veut implémenter ce contrôle. C'est difficile d'entrer dans la tête des gens et d'enlever une partie de leur cerveau qui leur dit partager le mot de passe. Donc, en général, il faut agir aussi sur leur cerveau, mais avec de la sensibilisation. Ça, c'est le premier lieu. Ensuite, il y a tout ce qui est termes de contrat, le NDA, la charte qu'ils vont signer. Donc, il y a une certaine responsabilisation de la personne. Il y a peut-être un contrôle technique indirect qu'on peut mettre en place. C'est par exemple, on détecte qu'il y a l'ouverture de session de deux sites ou bien de deux postes différents. C'est clair qu'il y a deux personnes. Donc, on pourrait par exemple forcer la fermeture de session dans de la première session qui était ouverte, ou bien interdire la deuxième session, l'ouverture de la deuxième session. Mais quoi qu'il en soit, on pourra détecter qu'il y a et éventuellement un mauvais usage des informations d'authentification. D'accord? Directive de la 27002 pour le choix de la gestion des mots de passe par l'utilisateur. Donc, les utilisateurs doivent informer de la confidentialité des mots de passe secrets. Donc là, bien sûr, tout le monde sait que le mot de passe est théoriquement secret. Mais on dit ici qu'il faut les informer et donc on va désengager la responsabilité de la direction si un jour l'utilisateur vient et dit personne ne m'a dit que c'était pas partageable. Donc tout ce qui n'est pas interdit explicitement, probablement il peut être autorisé. Ce qui fait on peut pas juste dire tout le monde sait. Non, on peut pas se baser sur ça. Donc tout le monde sait, il y a des gens qui savent pas. Éviter de conserver une trace de mot de passe. Par exemple, un fichier .txt avec le mot de passe, ou bien le mot de passe admin, ou bien le mot de passe d'une application, ou bien le mot de passe d'un serveur, etc. Donc, mettre un mot de passe dans un fichier texte plat, ou bien un fichier Excel, c'est contre-productif, on va dire, de point de vue sécurité. Il ne faut pas le faire. Mettre le mot de passe sur un stick note et le coller sur l'écran. Noter le mot de passe dans un bloc texte. Ça se fait pas. Bien sûr, on peut utiliser ce qu'on appelle maintenant les coffres forts ou bien les outils de sécurisation d'informations en particulier. On trouve dans les versions de Windows ou bien même dans les téléphones quelquefois un moyen, on appelle ça en général un coffre fort, euh, pour stocker l'information d'une manière qui est plus sécurisée, on va dire, peut-être cryptée, etc. Personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle KeePass. Donc, KeePass, c'est un outil, on va dire, une sorte de base de données cryptée avec un mot de passe, un master password qu'on va utiliser pour débloquer on va dire, cette base de données. Bien sûr, il y a des outils pour essayer de décrypter le mot de passe qu'on a, ce master password de la base KeePass. Mais bien sûr, ça joue surtout sur la facilité de décrypter le mot de passe master. Si je mets comme mot de passe master 1, 2, 3, 4, 5, c'est foutu. Si j'utilise un bon mot de passe qui ne figure pas dans la liste des mots de passe les plus connus, ben là, ça risque pas d'arriver, en tout cas, pas dans un espace-temps qui est logique. Si je dis que j'arriverai à décrypter dans 100 ans, bah, merci, 100 ans, Bendis ne sera pas de cette planète, peut-être. Donc, oui, de ce monde, en tout cas. D'accord. Si possible, compromission, changez le mot de passe. Donc, si l'utilisateur a des doutes que son mot de passe a été compromis, donc quelqu'un l'a vu taper son mot de passe, il a détecté qu'il y a des fichiers qui ont bougé depuis la dernière fois qu'il a utilisé son PC alors qu'il est sûr qu'il l'a pas utilisé, etc. Il y a des chances que son mot de passe soit compromis. Donc, il faut changer le mot de passe. D'où le contrôle de changement de mot de passe à intervalles réguliers qui doit être forcé dans les stratégies de sécurité techniquement, de manière technique. En général, on dit aux gens, chaque 3 mois, il faut changer le mot de passe et on le force techniquement. Comme ça, même s'il y a un mot de passe qui est compromis, on va dire l'utilité de ce mot de passe va cesser après le forcing du changement de mot de passe. Donc, ça peut pas être plus que 3 mois d'utilité. Bien sûr, pendant les 3 mois, on peut bien faire des choses, mais bon, on va faire de notre mieux pour minimiser les risques. C'est toujours ça l'idée.
il faut conseiller aux utilisateurs de ne pas utiliser le même mot de passe pour leur boîte personnelle que pour leur session Windows professionnelle, etc. L'idée, c'est que chaque chose doit avoir son mot de passe différent. Comme ça, euh, ce qu'on appelle l'attaque par réutilisation de mots de passe a moins de chances de réussir. Mais malheureusement, les gens utilisent le même mot de passe pour la messagerie professionnelle que pour la session Windows en général, par exemple, parce qu'ils n'ont pas envie de garder deux mots de passe. Et s'ils ont accès à une application, ils vont encore une fois utiliser le même mot de passe. Dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire, c'est peut-être installer une plateforme de single sign-on. Donc, c'est déjà ici écrit, mais ajouter une deuxième façon de sécuriser. Donc, l'authentification à double facteur, peut-être par un code OTP ou bien autre chose. Sélectionner des mots de passe de qualité, donc la longueur minimum 8 caractères, par exemple, avec majuscules, minuscules, symboles, chiffres. Donc, vous savez tout ça. Il faut pas utiliser des noms présents dans le dictionnaire ou bien des dates de naissance, le nom de votre enfant plus sa date de naissance. Ce genre de choses. On peut le deviner par ingénierie sociale, on va dire, par un peu de recherche et de l'ingénierie sociale. Contrôle d'accès au système d'information toujours. La 9.4.1, restriction d'accès à l'information. Donc là, c'est du côté permission. L'accès à l'information et aux fonctions d'application système doivent être restreints conformément à la politique de contrôle d'accès. Donc, si je dis que ce système est accessible juste pour ce rôle, c'est absurde de trouver que tout le monde peut avoir accès à cette information. Monsieur Lambda peut juste avec son compte normal avoir accès à cette information. En tout cas, d'une manière directe. Je ne parle pas de ce monsieur Lambda qui a des connaissances en hacking et qui va essayer de contourner les mesures de sécurité en faisant une élévation de privilèges et avoir accès à l'information. Je ne parle pas de ce cas. Je parle juste d'une sécurisation normale des données. En général, quand on a, par exemple, un NAS, un espace de stockage réseau qui est très grand, là, en général, on a beaucoup de défaillances parce que quand on crée un partage, peut-être qu'on ne verrouille pas suffisamment les permissions et donc on commence à avoir n'importe quoi. Quelquefois, les utilisateurs n'ont pas la connaissance juste de comment gérer les permissions sur les partages. Et ils commencent à faire n'importe quoi juste pour avoir accès rapidement. Contrôle total, alors qu'ils ont juste besoin de donner à quelqu'un le droit d'écriture. Et quand ils mettent contrôle total, ils sont en train de donner à la personne le droit de modifier même les permissions, ce qui ouvre une porte très large. On ne maîtrisera plus les permissions qui sont sur ces partages, bien sûr, parce que les gens ont le droit de changer ces permissions. Il peut même enlever la permission à l'utilisateur initial et le laisser dos au mur, on va dire. Les restrictions d'accès à l'information doivent être fondées sur les besoins d'affaires individuels. Le need to know. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir accès à cette information? Ou bien est-ce que j'ai besoin d'avoir accès à cette fonctionnalité du système? Si ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin. Donc, il y a le need to know et il y a le RBAC, Role-Based Access Control, qu'on doit implémenter, c'est en général ce qu'on implémente, mais bon, qu'on doit renforcer dans notre organisation. Parmi les lignes directrices, contrôler l'accès des utilisateurs en termes de ce qu'ils peuvent faire, lire, écrire, supprimer, exécuter. Donc là, notamment, ce qu'on appelle communément le CRUD, create, read, update et delete, tout ce qui est applicatif aussi. Contrôler quelles données peuvent être consultées par chaque utilisateur particulier. Si je suis dans une organisation de 10 personnes, à la rigueur, c'est faisable. Mais si je suis dans une organisation de 1000 personnes, là, on a intérêt à figer les règles à la base d'attribution plutôt que d'aller chercher après qui a accès à quoi. Parce que même si on fait un export de toutes les permissions, c'est faisable. Juste la vérification de ces permissions, ça va prendre beaucoup de temps. Malheureusement, on ne peut pas le faire très souvent parce que c'est un grand effort engagé. On peut, dans le cadre du projet de mise en œuvre, faire cet effort une première fois, mais après, il faut que les règles d'attribution des permissions soient respectées. Contrôler les droits d'accès des applications, fournir des menus pour contrôler l'accès aux fonctions de système d'application. Donc là, au lieu de dire je vais laisser tous les menus et quelqu'un va
ouvrir le menu, il va trouver grisé. Autant enlever ce menu. Comme ça, même la personne, elle n'a aucune idée sur les fonctionnalités qui existent pour les comptes privilégiés. Une façon de faire. Sécuriser les procédures de connexion. Donc là, c'est bien sûr pour s'authentifier ou bien pour accéder à un système, etc. Il faut avoir une procédure de connexion qui soit sécurisée. Donc, lorsque la politique de contrôle d'accès l'exige, c'est-à-dire que je suis pas en train de visiter le site web de l'entreprise qui est public, j'ai pas besoin d'authentification, l'accès au système et aux applications doit être contrôlé par une procédure de connexion sécurisée. Donc, ça doit être bien sûr facile à comprendre et convivial. On va pas dire aux gens, il faut faire 3 tours vers la droite, pousser, faire un tour vers la gauche, tirer, monter en haut, descendre, faire une danse. C'est pas ça, parce que ça va pas marcher. Donc, facile à comprendre, c'est-à-dire que vous saisissez votre login ici, vous saisissez votre mot de passe ici, vous allez recevoir un SMS, vous prenez le code, vous saisissez ici, vous faites OK. Et c'est terminé. C'est une façon assez sécurisée, si on veut, pour se connecter. Et elle est facile, conviviale, donc il n'y a pas de problème. Ne doit pas donner d'informations sur le système ou l'application auquel l'utilisateur tente d'accéder avant d'y accéder. C'est-à-dire que j'ai une interface de connexion. Je peux mettre une page blanche avec le formulaire login et mot de passe. Donc, même si quelqu'un tombe sur le formulaire, il n'a aucune idée si je suis tombé sur un CRM, si je suis tombé sur un ERP, si je suis tombé sur un autre système. Bien sûr, il y a les moyens techniques que les hackers vont utiliser pour essayer de deviner quel est ce système derrière, mais on est en train de cibler la masse. Ce que le hacker peut faire, la masse ne peut pas le faire. Donc, la masse, en général, on lui donne un formulaire d'authentification. Quand il entre son login et mot de passe, nous, on va décider vers quelle plateforme le rediriger, etc. Donc, c'est assez sécurisé. Bien sûr, ça, c'est très valable quand on a un développement en interne. Quand c'est une plateforme qu'on a achetée toute prête, probablement que tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a derrière. Devrait minimiser les possibilités d'accès non autorisé. Donc, ça, c'est, il n'y a rien à dire. Oui. Bon. Un système de gestion de mot de passe. Donc là, en général, par exemple, Active Directory, ou bien l'authentification qu'on va implémenter avec un login et un mot de passe dans la base de données, etc. Donc, les systèmes qui gèrent les mots de passe doivent être interactifs et doivent garantir la qualité des mots de passe. Donc, interactif, c'est-à-dire, on va communiquer avec eux, ces systèmes. Garantir la qualité des mots de passe, là, c'est là où on peut avoir des problèmes. Les anciennes applications, ils n'implémentent pas ces moyens de contrôle de complexité de mots de passe, bien de qualité de mots de passe. Active Directory, il l'implémente par stratégie de sécurité sans problème. Donc, un système de gestion de mots de passe doit imposer l'utilisation des ID utilisateurs individuels et mots de passe pour maintenir la responsabilité. Donc là, bien sûr, c'est l'authentification. On sait qui est en train d'ouvrir. C'est ça l'objectif de l'authentification. Bien sûr. La deuxième phase, c'est l'autorisation. C'est par l'aspect privilège qu'on assure l'autorisation. Donc là, on est en train de parler d'authentification. Permettre aux utilisateurs de sélectionner et de modifier leur propre mot de passe et inclure une procédure de confirmation. Donc là, c'est, si vous vous rappelez, quand on a parlé du mot de passe initial, il y a toujours un mot de passe initial parce que la personne, elle va arriver dans l'entreprise, on va lui donner un mot de passe initial. Il faut donner le moyen de changer son mot de passe ou bien le mot de passe qui viendra après, quoi qu'il en soit, en toute autonomie à l'utilisateur. Avec une procédure de confirmation, par exemple, on va envoyer un email à l'utilisateur pour dire votre mot de passe a été changé avec succès. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, veuillez contacter rapidement l'équipe sécurité ou bien veuillez cliquer sur ce lien pour désactiver le compte ou bien suspendre le compte ou peu importe, de manière à ce que s'il y a quelqu'un qui a changé le mot de passe d'une manière inattendue, on va limiter la durée de ce changement de mot de passe. Imposer un choix de mot de passe de qualité, donc imposer la complexité. Obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe lors de la première connexion. Appliquer des changements de mot de passe réguliers et au besoin. Régulier, c'est chaque 3 mois, comme on a dit tout à l'heure, par exemple. Au besoin, c'est quand quelqu'un décide de changer mot de passe ou bien qu'il oublie son mot de passe et qu'il clique sur
réinitialiser mon mot de passe, par exemple, sur le formulaire d'authentification. Appliquer des changements de mot de passe réguliers et au besoin. Conserver un enregistrement des mots de passe précédemment utilisés et empêcher la réutilisation des derniers mots de passe. Donc là, c'est tiré probablement de la stratégie de Windows, d'ailleurs, de Microsoft. On peut spécifier combien de mots de passe, d'anciens mots de passe, l'utilisateur ne peut pas utiliser. Par exemple, si je dis, il n'a pas le droit d'utiliser les 10 derniers mots de passe, donc je change mot de passe première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Si à la cinquième fois, par exemple, je saisis le mot de passe que j'utilisais la première fois, il ne va pas l'accepter. Parce qu'on a dit qu'il faut avoir circulé au moins 10 fois le mot de passe. C'est-à-dire, si c'est chaque 3 mois, 3 mois fois 10 mots de passe, ça fait 30 mois. Ça fait presque 3 ans, bien 2 ans et demi, que la personne a utilisé ce mot de passe. C'est-à-dire que déjà la personne peut-être qu'elle n'est plus avec nous, peut-être que le mot de passe, la personne a changé de rôle, le mot de passe n'est plus d'actualité, etc. Donc, même si quelqu'un avait le mot de passe, ben, il faut qu'il attende 3 ans pour que ce soit réutilisable. Ne pas afficher les mots de passe à l'écran lors de leur saisie. Donc, afficher les étoiles ou bien les points. Stocker les fichiers de mots de passe séparément des données du système d'application. Et stocker, transmettre les mots de passe sous forme protégée. Donc, en général, stocker les mots de passe séparément des données de système d'application. Si on a un système centralisé d'authentification, c'est OK. Mais maintenant, si on dit que c'est une application web, en général, le mot de passe, il est stocké dans la même base de données que l'application, que les données de l'application. Généralement, c'est le cas. Donc, stocker et transmettre le mot de passe sous forme protégée. Donc, en général, le mot de passe, on va jamais le stocker en clair et on va jamais le stocker dans une forme réversible. C'est-à-dire qu'on peut récupérer le mot de passe par la suite. On stocke toujours un hash du mot de passe et un hash avec un salt s'il le faut, de préférence. Donc, c'est quoi un hash? C'est transformer par une méthode cryptographique, on va dire, une chaîne de caractères en une chaîne qui lui correspond d'une manière unique, mais qui ne soit pas réversible. C'est-à-dire, si je prends n'importe quelle autre chaîne, elle peut pas me donner le même hash. Et si je prends le hash, je ne peux pas faire un retour arrière sans faire des tentatives. C'est-à-dire, je vais essayer le premier mot de passe et comparer le résultat. Est-ce que c'est le même hash ou pas? Et ainsi de suite. Systématiquement, ça va prendre une éternité si le mot de passe est très complexe. Maintenant, si j'ai deux utilisateurs qui utilisent le même mot de passe par hasard, il faut pas que les hash soient les mêmes. Ce qui fait, le système de calcul de hash, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer une chaîne aléatoire lors du reset du mot de passe, ce qu'on va appeler le salt, le sel, qu'on va ajouter au mot de passe. En général, on va le préfixer au mot de passe ou bien le suffixer avant de calculer le hash. Bien sûr, le salt, il est stocké en base de données avec le hash qui est généré, parce que sinon on ne peut pas le deviner. Et quand on veut contrôler le mot de passe, qu'est-ce qu'on fait? Le formulaire d'authentification, il va calculer le hash après récupération du salt, bien sûr, et va en fait utiliser la même procédure de calcul du hash. Et quand il génère le hash, il va le comparer avec celui qui est dans la base de données. Donc, de cette manière, normalement, le système, il va jamais avoir le mot de passe en clair stocké en clair, pardon. Et on va dire qu'on est assez sécurisé. Maintenant, l'autre façon la plus sécurisée, c'est de hasher le mot de passe du côté du client. Comme ça, le même mot de passe n'est pas transféré en clair sur le réseau. D'où la nécessité d'utiliser toujours un mécanisme de protection de mots de passe lors de leur transmission. Donc, on utilise HTTPS, on utilise un VPN, quelque chose qui va protéger la communication parce que sinon, si elle est en clair, bah, quelqu'un peut se mettre au milieu et sniffer tout le trafic, écouter tout le trafic qui passe dans le réseau et récupérer le mot de passe qui est en clair. C'est pour ça, par exemple, le protocole Telnet qui était utilisé dans les équipements de réseau, dans les serveurs Unix, il n'est plus d'actualité, il est désactivé par défaut parce qu'il transmet les données en clair. Et il a été remplacé par SSH, Secure Shell, qui crypte les données lors de leur transmission. D'accord? Donc, utilisation de programmes utilitaires à privilèges.
L'utilisation des programmes utilitaires permettant de contourner les mesures de sécurité d'un système ou d'une application doit être limitée et étroitement contrôlée. Donc là, bien sûr, on peut avoir des programmes. Peut-être qu'on va pas l'utiliser dans notre fonctionnement normal parce qu'on n'en a pas besoin, mais on peut trouver des programmes qui vont faire ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. Donc, ils vont contourner les mécanismes de sécurité du système. Donc, il faut surveiller ce genre d'utilitaire. En général, ce genre d'utilitaire, il est déjà connu par les éditeurs d'antivirus, anti-malware, etc. Et ils sont en général flagués comme étant des utilitaires non voulus, on va dire. Ce n'est pas des virus, ce n'est pas des vers, ce n'est pas des malwares, mais ce sont des utilitaires Par exemple, par exemple, l'antivirus dans Windows utilise une couche de programmation qui s'appelle AMSI. AMSI, donc c'est Anti-Malware Scanning Interface. Donc cette interface AMSI, tous les antivirus vont utiliser cette interface pour parler au système, à la couche système. Si moi j'arrive à désactiver cette couche AMSI, l'antivirus, il n'a personne avec qui parler. Et donc, je peux exécuter mes utilitaires tranquillement sans passer et dépasser et contourner l'antivirus. Et ça, c'est un mécanisme de contournement d'une restriction parce que l'antivirus, il va me bloquer, par exemple, lors de l'exécution d'un script dans la mémoire, sans qu'il soit sur le disque. D'accord? Ce n'est pas l'objectif de la formation, mais c'est, d'accord? Donc, ce genre de trucs doivent être contrôlés. Donc, les utilisateurs doivent être identifiés, autorisés pour leur utilisation et les journaux doivent être conservés. Donc, bien sûr, les utilisateurs qui sont des administrateurs qui ont besoin de faire des tâches d'administration, ils auront plus de privilèges, mais qui dit plus de privilèges dit plus de responsabilités et une traçabilité qui est peut-être un peu plus stricte. Donc, plus de journaux d'audit. L'utilisation de programmes utilitaires doit être limitée au minimum nécessaire parce que, comme j'ai dit, dans le fonctionnement normal, on n'a pas besoin de contourner quoi que ce soit. On a des privilèges pour faire ce qu'on doit faire. Mais bon, quelquefois, peut-être qu'on a besoin de tester quelque chose et donc, on va contourner un système ou une protection du système si on veut. Les programmes utilitaires doivent être séparés des logiciels d'application. Bien sûr, sinon ils vont remonter dans les inventaires des applications, etc., ce qui est absurde. Euh, Entre parenthèses, dans les organisations, on peut donner le droit aux utilisateurs d'installer eux-mêmes les logiciels qu'ils veulent, bon, qu'ils veulent, qui sont catalogués dans un catalogue logiciel sans avoir le droit administrateur. Quand on va dans ajout suppression de programme, on trouve utilitaires et programmes si on clique dessus, on trouve une liste des logiciels qui sont publiés par l'administrateur et que les utilisateurs peuvent installer. Ce genre d'utilitaires qui permettent de dépasser les privilèges, on ne doit pas les avoir dans ce genre d'inventaire, de catalogue d'applications qu'on peut installer. D'accord? On ne doit pas avoir accès aux fonctions de privilèges à partir de leur compte d'utilisateur normaux, bien sûr. Ça, c'est, en général, quand on a un compte utilisateur simple, l'exemple que j'ai donné de désactiver l'AMSI, normalement, il ne doit pas marcher. Donc, contrôle d'accès au code source des programmes. Donc là, avoir accès au code source, c'est pas seulement des programmes qu'on a développés nous-mêmes, mais même le code source des logiciels qui sont partagés pour qu'ils puissent être installés par n'importe qui. Quand j'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs vont avoir une sorte de catalogue, ils cliquent sur installer, ça va s'installer. En réalité, ces logiciels, ils sont partagés dans un dossier. Ils sont publiés dans un dossier partagé. Et donc, si on donne par exemple le droit à quelqu'un, par erreur, de modifier ce dossier, il peut changer le setup de WinZip par un setup de WinZip, mais qui comporte un malware. Ce qui fait, il faut contrôler les codes sources des logiciels et des programmes qu'on a dans notre organisation.
L'accès non autorisé au code source du programme peut être une excellente occasion pour un intrus de modifier le système. Il y a quelques exigences pour la bibliothèque de code source. Dans la mesure possible, les bibliothèques ne devraient pas être conservées dans des systèmes opérationnels. Bon, là, il y a aussi l'aspect programmation. Donc, parenthèse, on va avoir accès, on va discuter un peu de développement sécurisé, mais supposons que vous utilisez des librairies dans votre développement en interne. Vous faites du développement logiciel, vous importez les librairies qui existent déjà. Si quelqu'un peut modifier le code source de ces librairies, ben, tous les logiciels qui vont importer ces librairies, elles sont atteintes d'une manière ou d'une autre. Et ça a déjà été vu dernièrement, bon, il y a 2 ou 3 mois peut-être, ou 4. Il y a quelqu'un qui a publié une librairie JavaScript qui comportait un malware. Euh, et cette librairie était très utilisée partout, ce qui fait beaucoup de personnes, ben, beaucoup d'organisations se sont vues, on va dire, infectées indirectement parce que ils utilisaient une librairie qui n'est pas vraiment validée du point de vue sécurité. Maintenant, on peut toujours utiliser bien sûr des librairies qui sont déjà existantes, mais il faut d'abord les contrôler avant qu'on les utilise, qu'il y ait une revue de code d'une certaine manière, et que l'accès aux modifications en interne à ces librairies soit maîtrisé. C'est-à-dire que si j'utilise par exemple la librairie jQuery pour jQuery, normalement, je ne dois plus utiliser la version qui est en ligne parce que je la maîtrise pas. Je dois héberger une copie chez moi et cette copie, elle doit pas être modifiable. Comme ça, je suis sûr que je suis en train d'utiliser la librairie qu'on a modifiée, qu'on a validée en interne, pardon. Et donc, tout ce qui est risque sécurité est contrôlé. Et autre chose, désactiver la mise à jour automatique de ces librairies. Parce que si on dit mise à jour automatique, autant utiliser la version qui est en ligne. On n'a plus de maîtrise sur cette version. Bien sûr, tout ce qui est mise à jour, on va le traiter par la suite, mais mise à jour automatique égale grand danger. Il doit y avoir des règles pour la gestion du code source du programme et des bibliothèques où ils sont stockés. Maintenant, on peut utiliser des SVN, des Git, etc. pour être plus strict dans les permissions, ou bien, bon, plus strict, plus correct dans les permissions. La mise à jour des bibliothèques sources de programme ne doit se faire qu'avec autorisation et donc après revue. Tous les accès aux bibliothèques sources du programme doivent être enregistrés, notamment en écriture. En lecture, ça va faire beaucoup, parce que les lectures, c'est normal peut-être, mais en écriture, surtout les tentatives qui ont échoué, c'est assez intéressant. La maintenance de la copie des bibliothèques sources du programme doit être soumise à des procédures strictes de contrôle des modifications. Bon. Et on arrive à la A10, mesure cryptographique. Je pense que dans la A10, il n'y a que cette mesure. Il y a deux, je pense. Il y a la politique, il y a la gestion de clés. Il y a deux. Donc, les mesures cryptographiques, en fait, il faut avoir déjà une politique qui cadre cet usage. Pourquoi on insiste sur la politique? Parce que il y a des pays qui ont régularisé même la taille de clé à utiliser ou ne pas utiliser. Donc, si je vais travailler dans un pays qui a régularisé la taille de cette clé, il faut que je la respecte, notamment à travers une politique. Et bien sûr, la politique va dicter aussi quel est le protocole, la procédure de cryptage, l'algorithme de cryptage symétrique, asymétrique, etc. Donc, une politique d'utilisation des mesures cryptographiques en vue de protéger l'information doit être élaborée et mise en œuvre. D'accord? Doit être élaborée dans le cas où on a décidé d'utiliser des mesures cryptographiques. Si on n'a pas décidé d'utiliser des mesures cryptographiques, il n'y a pas d'obligation d'avoir cette politique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire pour cette clause? Si on n'utilise pas de cryptographie, on va exclure la clause A10 parce qu'on n'a pas de cryptographie, tout simplement. D'accord? Donc, l'obligation, c'est dans le cas où on utilise les mesures cryptographiques, pas dans l'absolu. La cryptographie est un système de codage d'informations afin qu'elle soit accessible de manière sélective. Autrement dit, que les personnes qui ont l'information pour la décrypter peuvent la décrypter. Sinon, elle n'est pas utilisable. Bien sûr, il y a les algorithmes qui sont symétriques.
C'est-à-dire que la force de l'algorithme de cryptage se base sur la force de sa clé et éventuellement l'algorithme, mais en général, c'est seulement la clé parce que si quelqu'un connaît la clé, il peut décrypter. L'algorithme est en général public, asymétrique, ou bien ce qu'on appelle clé publique, clé privée. Donc, l'idée ici, c'est qu'on utilise une paire de clés, une qui est privée et une qui est publique. La problématique vient du fait que si on est 100 à échanger entre nous avec un algorithme symétrique, il nous faut 50 fois 99, donc à peu près 5000 clés, si on veut, 4950 clés à gérer, parce que j'ai besoin d'une clé pour communiquer avec Ali, une autre pour communiquer avec Fatine, une autre avec Ammar. Ce qui fait, le nombre de clés va augmenter exponentiellement, c'est en n au carré en général, avec le nombre de personnes, qui est n. D'accord? Donc, l'idée de l'algorithme symétrique, c'est que chacun va garder une clé qui est privée et il va publier une clé publique. Et là, selon est-ce qu'on utilise la clé privée ou bien la clé publique, on va être dans le cryptage, le décryptage, la signature euh, et les autres objectifs des algorithmes asymétriques qui ne font pas l'objet de cette discussion pour l'instant. D'accord? Donc, gardons en tête, il y a deux types, symétriques, asymétriques. Donc, parmi les utilisations de la cryptographie, protéger les informations qui sortent de l'organisation. On a parlé des clés USB, par exemple. On va crypter l'information sur la clé avant de la sortir. Limiter l'accès aux fichiers, aux dossiers sur les serveurs. Si je crypte les dossiers, un dossier sur le serveur, ben, il n'y a que les personnes qui ont accès à la clé qui peuvent décrypter. Protéger les informations confidentielles envoyées par courrier électronique. Là, c'est parmi les usages les plus courants. Crypter les emails lors de leur envoi. En général, on va crypter par la clé publique du destinataire pour qu'il soit le seul à pouvoir décrypter parce que c'est le seul qui a la clé privée. D'accord? On peut signer avec notre clé privée parce qu'on est le seul à avoir la clé privée. Et donc, le destinataire, il pourra dire, puisqu'il n'y a que celui-là qui a sa clé privée, ça peut pas être quelqu'un d'autre qui a envoyé le mail. Donc, c'est une façon d'authentifier l'expéditeur, etc. Protéger les mots de passe. Tout à l'heure, on a dit qu'il ne faut pas avoir les mots de passe dans un fichier TXT. Et j'ai dit qu'il y a par exemple l'utilitaire qui passe où on utilise un mot de passe master. Ce mot de passe master, en fait, c'est une clé pour crypter le fichier de manière symétrique. Puisque j'ai besoin juste de crypter le fichier. Il n'y a pas vraiment besoin d'algorithme asymétrique. La sécurisation des paiements. Quand j'utilise HTTPS, par exemple, en fait, je suis en train d'utiliser la clé publique du site web qui est le seul capable de décrypter sa clé publique qui a été utilisée pour crypter le trafic réseau avant d'opérer le paiement, si on veut. La signature numérique, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'email que j'ai envoyé, que j'ai signé avec ma clé privée. En fait, comment ça se passe la signature pour que ce soit plus simple? Je prends le texte, je génère un hash. Donc, le hash, comme on a dit, c'est une chaîne de caractères qui a une taille déterminée, 128 bits, 256 bits en général, pas plus, pas nécessaire. On peut aller à 512, mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, s'il y a une virgule qui change dans le texte de mon message, le hash va changer. C'est ça la théorie de la chose, et c'est ça ce qui est pratique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais crypter ce hash avec ma clé privée. Et je vais prendre le résultat de ce cryptage et je vais l'ajouter au mail. Comme ça, quand quelqu'un reçoit le mail, il va trouver la signature, il va décrypter la signature avec ma clé publique parce qu'il l'a. Il va trouver quoi? Il va trouver le hash. Il va régénérer le hash du message que j'ai envoyé et il va comparer. Si c'est le même, ça veut dire que le message que j'ai envoyé
c'est le même, il n'a pas été altéré sur la route et c'est l'expéditeur qui est prévu qui l'a envoyé. D'accord? La décision d'utiliser ou non des contrôles cryptographiques appartient à l'organisation, bien sûr, et ses besoins pour protéger les informations. Qu'est-ce que j'ai dit depuis le début? Tout est une question de gestion de risque. S'il n'y a aucun risque sur l'information, je n'ai pas besoin d'en rajouter. L'idée, ce n'est pas rendre la vie compliquée aux gens, mais l'idée, c'est de protéger l'actif informationnel. Si j'ai besoin de crypter, je vais crypter. Par exemple, j'ai une base de données de la paix, où il y a les données à caractère personnel, où il y a les informations sur les paiements des gens, etc. Je pourrais décider de crypter cette base de données en entier. Comme je peux décider de ne crypter que la table qui contient les salaires, par exemple, ou bien que la table qui contient les salaires ait nom, prénom, numéro de CIN. Ce sont des choix qui sont basés sur le besoin en CIT. Rappelez-vous, confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc, quelques aspects qui devraient être inclus dans la politique. Les principes généraux selon lesquels les informations professionnelles doivent être protégées et l'approche sur l'utilisation des contrôles cryptographiques, l'algorithme, comme j'ai dit tout à l'heure, l'approche de la gestion de clés. Quand je suis en cryptage asymétrique, il faut avoir un système de gestion de clés qui est bien géré. Parce que si quelqu'un perd sa clé, il y a un grand risque. Sachant que les clés sont utilisées aussi pour signer les codes des programmes. Quelquefois, vous téléchargez un programme et on vous dit qu'il n'est pas signé, surtout les macros et tout ce qui s'exécute autour sur le navigateur ou bien Java, etc. Les appelés de Java, par exemple. On signe le code pour dire que c'est le code, il est le bon code, c'est le code qui a été généré par l'entreprise. Donc, cette histoire de clé privée publique, c'est très délicat à gérer et il faut le faire de manière qui est correcte. Dans une plateforme Active Directory, on peut avoir euh, une, une autorité de certification, une autorité qui va générer et distribuer les clés, qui va s'intégrer avec les comptes des utilisateurs. Et mieux, si on a Exchange en interne, même la signature devient plus simple parce que tout est géré par Active Directory. Mais si on n'a pas de telle infrastructure, on va utiliser des utilisateurs tiers comme PGP. Et donc, cette attribution de clés, révocation de clés, etc., il faut la gérer d'une manière correcte. D'ailleurs, si on dit qu'il y a une personne qui attribue les clés, c'est déjà un point noir dans le fonctionnement. Normalement, la clé privée n'est détenue que par la personne à qui elle appartient. Donc, il faut savoir gérer ça. Comment s'en protéger, la responsabilité, la mise en œuvre, etc. Donc, bien sûr, comme je dis, il y a des réglementations, etc. sur l'utilisation des contrôles cryptographiques. Maintenant, au Maroc, la seule autorité nationale qui a le droit de donner des certificats. Donc, des certificats, c'est des clés publiques signées par cette autorité, en fait, qui représente une entité physico-morale qui sont valables et qui sont les seuls valables pour signer les documents électroniques recevables juridiquement. Par exemple, les appels d'offres. C'est El Barid Bank. C'est El Barid. D'accord? Donc, si vous dites, je vais utiliser un certificat que j'ai acheté de chez VeriSign, par exemple, ça va pas marcher. La valeur légale, c'est zéro. Par contre, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez acheter un certificat VeriSign ou autre chose. C'est valable parce que VeriSign est reconnu mondialement. Et là, tout à l'heure, on parlait de la reconnaissance à l'échelle nationale du certificat. Donc, je disais qu'il y avait deux clauses. Donc, c'est la politique et la gestion de clés. On a déjà parlé de la gestion de clés. Donc, il faut que ça soit bien sûr documenté, carré, procéduré et tout ce qu'on veut. Un ensemble de règles qui s'appliqueront à un certain nombre d'activités telles que donc les politiques de gestion de clés, la génération de clés, l'émission et l'obtention de certificats de clés publiques,
D'ailleurs, tout ça, on en a un peu parlé dans la A10.1.1. Pour réduire la probabilité qu'une utilisation inappropriée, la 27 recommande de définir des dates d'activation et de désactivation pour les clés afin qu'ils ne puissent être utilisés que pendant une période donnée. Donc, par défaut, si j'ai une entité de certification en interne, ça va me générer quelque chose de l'ordre valable de 10 ans. Si je me rappelle bien, par défaut, la durée de vie d'un certificat en interne, c'est 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Donc, selon la criticité de l'information, peut-être donner au certificat juste une durée d'un an ou bien de 3 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Mais bon. Il y a un ISO 11770 pour la gestion des clés. Si vous voulez vous documenter sur ça. Sécurité physique et environnementale, on en a déjà parlé. On a dit que la sécurité de l'information, c'est la sécurité physique avant la sécurité, bon, avant, en même temps, ou bien aussi important que la sécurité logique. Donc, il faut avoir le périmètre de sécurité physique, le contrôle d'accès, on va dire, physique au site. Des périmètres de sécurité doivent être définis et utilisés pour protéger les zones contenant l'information sensible ou critique et les moyens de traitement de l'information. Donc, déjà, à l'entrée d'une organisation, on va trouver qu'il y a un tourniquet, qu'il y a une badgeuse, qu'il y a un agent de sécurité, qu'il y a un registre. Peu importe, c'est selon le niveau de risque. On peut entrer, dépasser cette première barrière qui est là juste pour repousser monsieur n'importe qui. Quand on entre, on pourrait trouver des zones qui sont plus sécurisées que d'autres parce que le niveau de criticité de l'information qu'ils hébergent est différent. D'accord? Donc, les locaux de l'organisation peuvent être exposés au risque d'accès non autorisé. Ben, les effractions, c'est normal. Quelqu'un pourrait forcer entrer. Si on a une simple porte avec une clé, on peut crocheter la serrure et entrer. Donc ça, c'est un exemple d'atteinte à la sécurité physique. D'accord? Et comme je dis toujours, c'est une question de risque. Qu'est-ce qu'on risque si quelqu'un entre? Supposons qu'on traite des cartes bancaires. Donc les informations de cartes bancaires, PCI et DSS, ils sont très exigeants en termes de sécurité physique et logique aussi. Donc, les gens qui traitent les cartes doivent être dans un espace qui est isolé des personnes qui n'ont aucune relation avec les cartes bancaires, même s'ils sont dans la même entité, si on veut. Ligne directrice pour la sécurisation de périmètre physique se réfère à définir des périmètres et établir les contrôles en fonction des exigences sécurité des actifs dans chaque périmètre. Assurer la protection des périmètres. Donc, on va décider quelles mesures mettre en place et on va protéger cet accès. Porte, fenêtre, toiture, mur, sol, tous tous les points d'accès possibles et imaginables, on doit les protéger. C'est comme une maison. Quand elle est au rez-de-chaussée, on va mettre un grillage. Si on est au premier ou bien au deuxième, on peut dire, tiens, on n'a pas besoin de mettre un grillage nécessairement. Si je suis directement au toit de l'immeuble, donc je suis directement accessible depuis le toit, je vais aussi mettre un grillage. Parce que le risque d'accès non autorisé à ma maison, il est plus important. Donc, je vais pas me limiter juste à des vitres ou bien à des fenêtres coulissantes et dire le monde est bon. D'accord? Donc, c'est une question de gestion de risque. Il y a les accès des fournisseurs. Il y a on va parler de ça éventuellement. Il y a les accès porte de derrière, les accès des issues de secours. Les issues de secours, normalement, elles ne s'ouvrent que de l'intérieur. Donc, il faut s'assurer que si la porte est ouverte, qu'elle ne le reste pas. Dans des entreprises, les gens pourraient utiliser la porte de secours pour sortir fumer une clope. Et en entrant, ils s'en foutent si la porte se ferme ou pas. Donc, parmi les choses qu'on pourrait mettre en place pour éviter ça, c'est une alarme sonore qui est liée à l'ouverture de la porte. Comme ça, si quelqu'un ouvre la porte, on est sûr que tout le monde va le savoir. C'est l'alerte incendie. D'accord? Donc, tout. Les murs, si on a un mur qui est faible, on va essayer de le renforcer s'il y a besoin de le faire, etc., etc.
Accueil aux zones similaires pour contrôler l'accès physique. Donc, ici, j'ai parlé tout à l'heure des fournisseurs, j'ai dit qu'on va en parler. Je dois avoir normalement une zone pour les fournisseurs ou bien pour les visiteurs en général qui est séparée de l'espace où j'ai de l'information qui est critique ou bien où il y a les PC, il y a les utilisateurs, où on parle au téléphone, où on risque d'entendre des choses. Donc, il faut séparer l'accueil ou les zones similaires. Donc, voilà. Donc, on peut avoir un accès plus. C'est comme quand on va chez le médecin, dans le cabinet, on accède par la porte. Il y a déjà la barrière. On t'ouvre de l'intérieur avec le bouton d'interphone. On entre, vous fermez la porte. Donc, première sécurité physique, c'est ça, pour éviter qu'il y ait des drogués qui veulent avoir leur dose par la force. Une fois on est à l'intérieur, donc là, à l'ouverture de la porte, c'est à la discrétion de l'accueil, de la personne à l'accueil. Une fois à l'accueil, on nous demande ce qu'on veut, on demande de rester dans la salle d'accueil. On va pas entrer dans le bureau du docteur ou bien du médecin parce que il est fermé à clé. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger l'information confidentielle qui est à l'intérieur entre médecin et patient, en plus de l'intimité du patient, etc. Ce qui fait, c'est un exemple de niveau d'accès, euh, si on veut. Dans le même local, on peut avoir un laboratoire auquel peut-être le visiteur n'a pas accès, qui est aussi fermé à clé. Peut-être même l'assistante n'a pas accès à par exemple, stock médicaments. Il n'y a que le médecin qui a accès au stock de médicaments. D'accord? Les portes coupe-feu doivent être alarmées, surveillées et testées. Donc là, on arrive à la sécurité environnementale, si on veut. Tout ce qui est alerte incendie, c'est un minimum. Donc, incendie, inondation. Donc là, les extincteurs, les portes coupe-feu, les gicleurs, les détecteurs de fumée, tout ça, ce sont des choses qu'on peut avoir. Donc là, on parle des portes coupe-feu. Déjà, coupe-feu pour limiter la propagation d'un incendie s'il y a lieu. D'accord? Maintenant, il faut des alarmes, il faut qu'on les surveille, qu'on les teste, parce que si la porte ne fait pas son travail quand il y a un incendie, ça sert à rien. D'ailleurs, la porte, on dit que elle va résister au feu pendant une certaine durée. Elle va pas résister à l'infini. Même le fer ne peut pas résister au feu à l'infini. Donc, une porte coupe-feu, c'est à tester. Même les détecteurs de fumée, normalement, on les teste. La climatisation, on la teste, on change les filtres, peut-être on dépoussière un peu, etc. Tout ça, l'auditeur en général, il va le vérifier lors de l'audit, et ce sont des choses qui font partie de la sécurité environnementale. La partie énergie, très important, j'ai failli oublier. Les batteries, les onduleurs, les groupes électrogènes s'il y a lieu, double secteur, double arrivée de secteur. Donc tout ça pour dire que le serveur, il va jamais être en panne parce qu'il y a coupure d'électricité ou bien inaccessible parce qu'il y a une panne de courant. Ça, c'est parmi les choses qu'on peut éliminer à 100%. Donc, des systèmes de détection d'intrusion doivent être installés et les zones inoccupées doivent être alertées à tout moment. Donc, détecteur d'intrusion, ça peut être un détecteur de mouvement qui est activé juste le soir. Caméra de surveillance aussi, c'est un système de détection d'intrusion, si on veut, en détection d'une certaine manière. Bien sûr, s'il y a une zone qui est inoccupée et on détecte un mouvement, ça doit être une alarme sonore assez retentissante. Avoir plusieurs barrières au système pour empêcher l'accès non autorisé afin que la défaillance, voilà, d'un système ne compromette pas la sécurité immédiatement. C'est-à-dire essayer d'avoir deux couches de sécurité, bien deux niveaux de sécurité pour que s'il y a défaillance dans le premier, avoir le deuxième. On peut faire confiance à un système de sécurité, c'est assez raisonnable. Contrôle d'accès physique. Donc, les zones sécurisées doivent être protégées par contrôle adéquat à l'entrée pour s'assurer que seules les personnes autorisées admises. Si on dit que l'accès est ouvert à tout le monde, l'accès au local, l'accès aux zones sécurisées doit être contrôlé. Et quand on a parlé l'autre jour, par exemple, de la salle des serveurs ou bien data center, on a dit qu'il faut avoir un registre. Donc, les registres, c'est pour les visites normales. Et on peut avoir, si on a un accès public,
ou bien pour les visiteurs, on doit avoir un registre des visiteurs. C'est une exigence d'avoir un registre visiteur. Exigence. C'est quelque chose qu'on va toujours, parce que comment on va tracer le passage des visiteurs si on n'a pas de registre? C'est presque une exigence. Donc, en général, on a un registre des visiteurs. On va noter la date, l'heure d'arrivée, le nom, prénom, la société que la personne représente, ou bien s'il est individuel, l'objectif de sa visite, chez qui il vient et l'heure de départ. L'agent de sécurité qui est là, il va contrôler l'identité avec la carte d'identité nationale ou bien passeport. Donc, il vérifie l'identité, il vérifie le nom et prénom. C'est suffisant. On contrôle et on rend la carte d'identité à la personne. Donc, l'identité des visiteurs doit être confirmée, enregistrée, c'est ce que j'ai dit. Les visiteurs doivent être surveillés, c'est-à-dire un visiteur qui vient, il ne peut pas juste, on lui dit bonjour, tu entres et fais ce que tu veux. Non, il doit être accompagné. C'est ce qu'on a ici voulu dire par surveiller. Ben, c'est quelque part surveiller. L'accès aux zones où des informations confidentielles sont traitées ou stockées doit être limité aux personnes autorisées. Donc là, c'est un deuxième niveau de contrôle. Tous les accès doivent être enregistrés. Si je suis employé à plein temps quelque part, je vais badger et je vais passer. Donc là, c'est enregistré tout le temps. Si je suis visiteur, je suis enregistré dans le registre. Les employés, les sous-traitants et les parties externes doivent porter une identification visuelle. Bon, normalement, toute personne qui circule dans l'espace de l'organisation doit porter un badge. Le badge, on doit théoriquement, je dis théoriquement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas pratiquement, on doit faire la distinction entre les personnes visiteurs et internes juste par le numéro, la couleur du badge. Le visiteur, peut avoir un badge blanc. Quelqu'un qui travaille à l'intérieur, il peut porter les couleurs de l'entreprise, par exemple. Voire même avoir un badge pour un niveau d'accès privilégié. Normalement, vous avez déjà vu ce genre de choses dans les films, mais la réalité, c'est une façon très efficace pour identifier visiteur par visiteur, etc. Imaginez que vous trouvez un visiteur qui est en train de se balader dans une zone sécurisée tout seul. C'est grave, parce que ça veut dire que toutes les mesures de sécurité en place n'ont pas servi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a identifié peut-être rapidement et qu'il n'a pas eu le temps de voler quoi que ce soit. Le personnel des parties externes ne doit pas être autorisé à se rendre dans des zones où des informations confidentielles sont traitées, à moins que cela soit critique et qu'elles doivent être surveillées. Bon, là, bien sûr, c'est encore une fois une gestion de risque, une question de gestion de risque. Si je suis intervenant externe dans une organisation et que je n'ai pas besoin d'accéder à la salle de serveur, ça rime à rien à ce que mon badge ouvre la salle de serveur. D'accord? Maintenant, je suis intervenant pour réparer le serveur. Je dois être accompagné par quelqu'un. Quand je dis serveur, c'est bien sûr là où il y a l'information confidentielle. C'est pour faire simple. Les droits d'accès physique aux zones devraient être revus régulièrement, bien sûr. Ça rejoint l'accès logique si quelqu'un change de position, etc. Peut-être qu'il n'a plus besoin d'accès à la salle des serveurs, donc on lui enlève l'accès. Donc, il faut toujours revoir le check. PDCA, 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 PDCA. Check, 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 check. Et pour faire le check, il faut avoir une base, baseline. C'est soit un inventaire initial, soit les règles de gestion, soit. Donc, ça dépend de la situation. Sécurité physique environnementale, toujours là, à 11.1.3, sécurisation des bureaux, des salles et des équipements. Donc, des mesures de sécurité physique au bureau, de sécurité physique au bureau, aux salles et aux équipements doivent être conçues et appliquées, bien sûr. Donc, ça rejoint un peu la sécurité physique, mais là, on insiste aussi sur les bureaux, par exemple, avoir des armoires à clés, etc. Les équipements, avoir des câbles de sécurité pour les PC portables, voire même pour les téléphones fixes qu'on utilise. Donc, les mesures de contrôle des bureaux, des locaux et des installations doivent être adaptées à la valeur et à l'importance des actifs à l'intérieur. Les installations clés doivent être situées de manière à éviter l'accès du public. En général, la salle de serveur, on va la trouver un peu au fond du bâtiment, au sous-sol,
Au sous-sol, il faut faire attention au risque d'inondation, à un étage particulier auquel le public n'a pas accès, etc. Mais encore une fois, c'est une question de gestion de risque. Je n'ai pas besoin de prendre un étage pour mettre un serveur qui n'a pas de valeur vraiment importante. L'organisation doit éviter l'utilisation de panneaux sur les installations de traitement de l'information à l'intérieur des salles. Exemple, salle des serveurs. C'est un peu l'anonymisation de ces accès. Parce que théoriquement, les gens qui ont accès à ces salles, ils savent c'est quoi ces salles. Mais un visiteur, s'il voit une salle avec une porte où il n'y a pas de titre, il n'a pas idée qu'est-ce qu'il y a derrière cette salle. Est-ce que c'est une salle, ce qu'on appelle salle de maintenance, par exemple, où il y a le stock des produits de ménage, ou bien c'est la salle de serveur, ou bien salle d'archives? Il n'a aucune idée. Donc, ça fait partie des moyens un peu pour rendre la chose compliquée. Bien sûr, si quelqu'un décide d'attaquer notre infrastructure physique, bah, il va vérifier toutes les portes s'il le faut, il n'a pas de problème. Les installations doivent être configurées pour empêcher les informations ou activités confidentielles d'être visibles et audibles de l'extérieur. Un blindage électromagnétique peut être nécessaire. Donc là, c'est tout ce qui est filtre des écrans, tout ce qui est rideau qu'on va utiliser. Donc, si par exemple, je traite des données confidentielles et que je suis dans un bocal qui est transparent, ben, si quelqu'un passe derrière moi, il peut voir ce que je suis en train de faire dans l'écran. Ce n'est pas une question d'espionner ce que font les gens, mais une question de masquer l'information confidentielle. Donc, en général, il faut rendre euh, les vitres un peu pas transparents. Ils vont laisser passer la lumière, mais pas. On ajoute des films, on peut coller des films sur les vitres et ça va devenir non euh, transparent, on va dire. Pas translucide. Pour les écrans, on peut mettre des films sur les écrans pour que si quelqu'un se positionne sur les bords, il n'arrive pas à voir. C'est-à-dire que la seule façon de voir ce qu'il y a à l'écran, c'est d'être face à l'écran. Donc, c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour le blindage. Ça, c'est pour les catégories de câblage réseau. Donc, si on est dans un câblage très vieux, on peut avoir des fuites électromagnétiques, on va dire, lors du trafic d'informations. Et sachez qu'il y a des moyens de capter ce flux et de le décoder, on va dire. Ce sont des fuites. Donc, l'information peut être volée d'une manière qui est transparente pour l'utilisateur. Maintenant, l'autre risque, c'est que ce câble réseau passe à côté d'un câble électrique avec un voltage qui est assez important, par exemple dans une salle de serveur. Et là, c'est la nécessité de faire du blindage électromagnétique. C'est ce qu'on a, c'est la catégorie 6 et supérieure. En général, c'est du blindage. C'est blindé. Donc, même si ça passe à côté d'un câble électrique, il n'y a pas d'interférence. Les répertoires et les annuaires téléphoniques ne doivent pas être facilement accessibles à toute personne extérieure dans l'organisation. Donc là, c'est parce qu'il y a l'inventaire, le listing. Donc, il faut, par exemple, sur les téléphones, quand on est en entreprise, on peut trouver des Avaya, on peut trouver des Cisco, etc. Et on peut, dans l'Avaya ou le Cisco, chercher quelqu'un avec son nom. Donc, par exemple, dans cette situation, au moins exiger qu'il y ait déjà quelqu'un d'authentifié sur le téléphone avant de pouvoir chercher dans l'annuaire. C'est-à-dire que chacun a son PIN, il va entrer son PIN et son mot de passe. Et dans ce cas, il est identifié, il a accès à l'annuaire. Quand il se délogue, bah, le terminal, il est libre. Théoriquement, on devrait empêcher l'accès à l'annuaire. Voilà. Parce qu'il y a de l'information dessus, on va dire. Toujours sécurité physique environnementale, protection contre les menaces extérieures et environnementales. Donc là, tout ce qui est anti-incendie, anti-inondation, anti-vol, tout ce qu'on veut. Donc des mesures de protection physique contre les désastres naturels, les attaques malveillantes ou les accidents doivent être conçus et appliqués. Bien sûr, si j'ai un tremblement de terre de niveau 10 sur l'échelle de Richter,
On va pas vous dire pourquoi vous n'avez pas résisté. Bon, éventuellement. Mais l'idée, c'est une question de gestion de risque. C'est selon le risque, selon l'information à protéger. Selon le risque et selon l'information à protéger, il faut mettre en œuvre les mesures euh, les plus adaptées. La probabilité d'un tremblement de terre à Rabat, c'est pas la même probabilité de tremblement de terre à Tokyo. Donc, à Rabat, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir des constructions antisismiques, mais à Tokyo, oui. D'accord? Par contre, à Rabat, j'ai besoin d'avoir des extincteurs parce que le risque incendie, il est omniprésent, il est international, il n'y a pas de vraiment de. Bien sûr, toutes ces mesures, c'est en plus d'autres mesures qu'on peut ajouter pour réduire. Par exemple, je vais dire, je vais enlever tout ce qui est inflammable de mon local. Oui, ça va réduire le risque, mais ça va pas l'enlever à 100%. Il suffit d'avoir un PC portable avec une batterie qui va éclater et je vais avoir un incendie. Dans la salle des serveurs, je peux avoir un incendie parce que il y a un équipement qui est chauffé, qui est grillé. Donc, il n'y a pas vraiment de risque zéro par rapport à l'incendie. Il faut avoir les extincteurs adaptés selon le lieu. Si je suis en salle d'archives, il y a de la paperasse. Je ne vais pas utiliser peut-être une CO2. Je vais utiliser de l'eau. En salle de serveur, je vais peut-être utiliser un extracteur d'air à la rigueur du CO2. Mais bon, CO2, c'est aussi, ça peut être destructeur pour les serveurs. Mais je ne vais pas utiliser de l'eau, ça c'est sûr. D'accord? Pour ceci, dans la plupart des pays, il existe une législation spécifique et bien sûr, il faut suivre cette législation. L'aspect législatif de la protection contre l'incendie, etc., on va le trouver probablement plus dans l'ISO 45001, sécurité et santé au travail, ce qu'on appelait dans le temps OSAS. C'était la 18001, maintenant c'est le 45001. C'est là où on va parler de tout ce qui est emplacement des éléments inflammables avec tous les catalyseurs de feu qu'on peut avoir, le type des extincteurs, la taille de l'extincteur, le positionnement d'extincteur, parce que si j'ai un extincteur et je le colle au plafond, ben, quand il y a incendie, comment on va faire pour le, ou bien si j'ai un grand extincteur impossible à lever et qui va couvrir tout l'étage, ben, comment je vais le déplacer si le feu est de l'autre côté de l'étage? Donc, ces aspects, bien sûr, l'auditeur de la 27001, il pourrait les discuter, mais pas autant que celui de la 45001. La 45001, il peut émettre une non-conformité. La 27001, pas nécessairement, sauf s'il le juge nécessaire. La A1115 travaille dans les zones sécurisées. Donc, des procédures pour le travail dans les zones sécurisées doivent être conçues et appliquées. Donc, c'est quoi une zone sécurisée? C'est un emplacement où des informations critiques sont traitées ou stockées, des informations qui ont une grande valeur commerciale pour l'organisation. Par exemple, j'ai le centre d'appel, encore une fois, qui traite les cartes bancaires. Ça, c'est un espace de travail, une zone qui est sécurisée. J'ai un labo où je fais mes recherches de produits pharmaceutiques, de la nouvelle molécule contre le Covid. Ça, c'est un espace de travail sécurisé. Donc là, il faut avoir des mesures de contrôle d'accès qui sont plus adaptées. D'accord? Donc les consignes, le personnel ne doit être informé de l'existence ou des activités d'une zone sécurisée qu'en cas de nécessité. Ça va être une chambre noire, on va dire. Seul le personnel autorisé est admis à l'intérieur. Le travail non surveillé en zone sécurisée doit être évité autant que possible et en fonction, bien sûr, des spécificités de la zone. C'est-à-dire qu'il faut avoir au minimum deux personnes, si on veut, pour, euh, pour que l'une porte un peu 40 pour l'autre. Sinon, en général, on a un superviseur et des agents qui travaillent. Les zones sécurisées vacantes doivent être verrouillées et vérifiées périodiquement. Les équipements, enregistrements photographiques, vidéo, autres ne doivent pas être autorisés dans les zones sécurisées sans autorisation express. Par exemple, les caméras de surveillance, on peut les avoir, mais qui sont pointées juste sur l'accès, sur la porte, juste pour identifier qui est entré. Mais en aucun cas, on ne va les pointer sur les écrans des gens.
D'ailleurs, normalement, même pour les autres espaces, on n'a pas le droit de pointer une caméra de surveillance sur l'écran des personnes et voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais encore plus pour les zones sécurisées. Zone de livraison et chargement. J'ai abordé un peu le point tout à l'heure. Donc, pour les livreurs, on doit avoir une zone de livraison qui est à part, théoriquement, parce que si je suis dans un appartement, c'est difficile de faire une zone juste pour les livreurs. Peut-être le rez-de-chaussée. On va dire les livreurs, ils vont livrer au rez-de-chaussée et j'ai des employés qui sont chargés de faire le déplacement des objets. Mais bon, l'idée est que le point d'accès, tel que les zones des livraisons et de chargement, ou les autres points par lesquels les personnes non autorisées peuvent pénétrer dans les locaux doivent être contrôlés et, si possible, isolés des moyens de traitement d'information de façon à éviter les accès non autorisés. C'est pour ça que dans les films où il y a braquage surtout d'une banque ou bien d'un espace de stockage d'argent, le braquage se passe à travers le véhicule en général, on accède par le véhicule ou bien de là où le véhicule transportant l'argent accès. Parce que là, c'est une zone qui est moins sécurisée que l'accès normal. Bon, ce sont des films, bien sûr, mais c'est un peu ça. Un livreur qui va me livrer des pizzas, est-ce qu'il va lui donner accès à la salle de serveur parce que l'admin est en train de travailler dessus et il veut manger sa pizza? C'est absurde. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, les conseils de la 27002, les zones de livraison de chargement doivent être conçues de manière à ce que le personnel de livraison et de chargement ne puissent pas accéder aux autres parties du bâtiment à partir de ces zones. C'est une sorte de quarantaine, si on veut. Les portes extérieures des zones de livraison et de chargement doivent être fermées lorsque les portes intérieures qui mènent à l'intérieur de l'organisation sont ouvertes. C'est une sorte d'exclusion mutuelle. Si j'ouvre la porte extérieure, celle de l'intérieur se ferme et vice-versa. L'idée est que si je vais ouvrir la porte de l'intérieur, je dois maîtriser qui est dans ma zone accessible par le public. Donc, il n'y ait pas de changement, qu'il n'y ait pas d'attaque brusque, etc. Dans la, Si possible, le matériel entrant doit être vérifié pour les explosifs, etc. Donc là, c'est un autre niveau. On peut vérifier qu'il n'y a pas d'éléments dangereux dans ce qu'on nous a livré. Bien sûr, pizza avec tabasco, ça peut être explosif, mais ça ne fait pas partie des risques sur l'information à un premier degré. Dans la mesure du possible, il est recommandé de séparer les expéditions entrantes et sortantes. Voilà, on est dans un autre niveau. Si vous vous rappelez, quand on a parlé au début de l'implémentation, on a dit qu'au début, on essaie juste d'être conforme. Quand on monte en maturité et qu'on maîtrise mieux notre SMSI, que la nature de l'information le nécessite, c'est là où on va aller sur ces mesures qui sont peut-être extraordinaires pour les petites entreprises, mais bon, c'est en jamais. Les enregistrements des livraisons et expéditions doivent être conservés, donc sur papier ou par enregistrement vidéo. C'est-à-dire qui a livré, à quelle heure, quel jour, etc. Qu'est-ce qu'il a livré, ça doit être noté. D'ailleurs, en général, les agents de sécurité à l'accueil, ils ont déjà la liste des visiteurs prévus de la journée, y compris les livraisons prévues dans la journée. S'il y a une livraison qui arrive et qui n'est pas prévue, il faut faire attendre, faire patienter le livreur. Senna, tu attends. On va demander est-ce que c'est prévu ou pas avant de le laisser entrer. D'accord? Pour la conservation, pour la partie papier, il n'y a pas vraiment de contraintes fortes. Pour les enregistrements vidéo, au Maroc, on n'a pas le droit de dépasser 3 mois d'enregistrement. Donc, on circule sur 3 mois. Dès que j'atteins 3 mois, j'écrase. Et je pense que je vais m'arrêter là.